Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour le dernier café sans filtre du Pépite Nouvelle-Calédonie, du dernier café sans filtre de l'année 2020. Euh, les cafés sans filtre sont des rencontres ouvertes à toutes et à tous sur des thèmes, sur des thématiques que se posent du coup les étudiants entrepreneurs, les entrepreneurs. Voilà, donc pour ce dernier Café sans filtre, le thème est sur le financement. Le financement externe est-il la solution? Mais je vais laisser la parole à Ophélie Jorquera, étudiante entrepreneur cette année, qui va animer du coup la session. Voilà, vous pouvez l'applaudir pour l'encourager. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Donc, ce café sans filtre, est-ce que tu... Ah, voilà, ça commence bien. Donc, je vais commencer par remercier les membres fondateurs et les partenaires du Pépite, ainsi que les tuteurs et tutrices académiques et professionnels des étudiants entrepreneurs. Donc, parmi les membres fondateurs, nous avons le vice-rectorat, la CCI de Nouvelle-Calédonie, l'incubateur de la DECAL et l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et les partenaires, vais-je tous les énumérer? L'AUF, la Banque de Nouvelle-Calédonie, la BPI France, la Maison de l'Agriculture, la Chambre des métiers et de l'artisanat, le MEDEF, NC, CPME. Bon. Est-ce que je continue à les énumérer? Etc. etc. Ça fait beaucoup d'acronymes à lire. Et aussi le jury et les professionnels qui ont participé au prix Pépite qui a eu lieu il y a quelques mois. Donc nous allons commencer par une présentation de Cynthia Coindredi, c'est ça? Ah, elle est plus là. Elle a disparu. Donc, qui est conseillère à l'ADI sur le microcrédit. Désolée, j'ai du mal à lire. Ensuite, une présentation de Viviane Lafay, la directrice de l'initiative NC, ainsi que de Véronique Kéranguarek, c'est ça? Kéranguarek, gérante de société sur le moyen de financement existant en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, nous continuerons sur une table ronde donc avec Cynthia Coindredi, Marie-France Loiseau, Sylviane Siani, Véronique Kéranguarek, désolée, ma dyslexie ressort un petit peu, et Viviane Lafay. Donc, j'invite Cynthia qui a disparu à venir. Non? Ah oui. Un petit mot. Bon, la slide n'apparaît pas, mais nous allons commencer aussi avec un petit mot sur les étudiants pépites. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Ophélie Jorquera, comme Evelyne vous l'a dit. Mon projet au sein du Pépite est d'ouvrir un café qui proposerait une bibliothèque et des jeux de société sur Nouméa. Donc Théo, est-ce que tu veux venir présenter en quelques mots ton projet? Car aujourd'hui, nous ne sommes que 2 étudiants entrepreneurs, malheureusement. Bonjour à tous. Bon, désolé, j'ai pas mon t-shirt pépite aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Théo Nguyen. C'est ma première année chez Pépite cette année, suivie par ce groupe. Et mon entreprise, c'est une entreprise de divertissement où ça va être plutôt un parcours d'énigmes, où il va falloir résoudre des énigmes et être dans des salles avec des univers différents pour développer un peu le divertissement en Nouvelle-Calédonie.
Et cette année, voilà, je suis en troisième année de licence professionnelle en communication et en numérique. Et ce projet, je l'ai intégré à cette licence en tant que projet tutoré, donc suivi encore par d'autres profs pour y avancer. Voilà, c'est assez bref. Je vous remercie beaucoup. Merci Théo. Donc maintenant, je vais demander à Cynthia si elle veut bien venir faire sa présentation. Bonjour tout le monde, donc je me présente, Cynthia Quandredi, je suis conseillère à l'ADI. Donc, à l'ADI, c'est parti. Nous, tout le monde connaît l'ADI aujourd'hui ou pas du tout? Yes. Bon, on va dire que vous ne connaissez pas. Ok, nous, l'ADI, en fin de compte, on est une association. ADI, ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. Ça fait 20 ans qu'on existe sur le territoire et notre rôle à nous, c'est d'accompagner et de financer les porteurs de projets. Donc voilà, les porteurs de projets à vocation économique. Donc en gros, nous, ce qu'on attend des personnes, on va dire les critères d'éligibilité, on va dire pour, c'est avant, voilà. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un projet économique ou créer une entreprise, une personne de plus de 18 ans, parce qu'on ne pourra pas contracter un prêt avec une personne mineure. Il faut avoir des revenus pour pouvoir rembourser l'ADI, parce que malgré tout, on fait un prêt, donc il faut pouvoir nous rembourser, avec des revenus déclarés ou non déclarés. Donc, je vous expliquerai après pourquoi on parle de non déclarés, avec ou sans garant. Donc, je vous expliquerai encore après pourquoi avec ou sans garant. Donc, c'est parti, on continue. Il ne veut pas aujourd'hui, hein. Ok, donc on va revenir sur les revenus déclarés ou non déclarés. Donc nous, aujourd'hui, voilà les différents porteurs de projets qu'on pourra aider, on va dire. Donc on attend de nos personnes qu'ils aient juste une idée de projet et un projet qui est viable. Qu'il soit patenté ou pas patenté, aujourd'hui, nous, on va le financer. L'objectif, c'est de, comment on va dire ça, aider les personnes à rentrer dans le tissu économique du pays. Donc c'est pour ça que vous avez deux types de tableaux, on va dire, pour la partie informelle, donc tout ce qu'on appelle ici le jargon au black. L'ADI va les financer. On est financé aujourd'hui par les collectivités territoriales pour aider ces personnes-là à se lancer dans leur activité. Donc voilà. Ces personnes-là, on va les aider parce qu'ils veulent démarrer leur entreprise pour acheter de la matière première ou de l'investissement, peu importe. Donc aujourd'hui, la plus grosse partie des gens qu'on finance au black, ça peut être par exemple des mamans couturières qui n'ont pas tous une patente pour faire des robes, pour les vendre. Donc on va les aider pour acheter des machines à coudre, le tissu, la teinture, des choses comme ça. Donc voilà, pour tous ceux qui sont en informel, aujourd'hui, on va pouvoir les financer à hauteur maximum de 560 000. Donc nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de les financer, de les aider à tester l'entreprise. Elle marche, tant mieux, on va vers la formalisation, donc le carré d'à côté. Si ça ne marche pas, ça n'a pas marché. On part sur autre chose. Ce n'est pas une fin en soi, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour l'activité. Donc voilà pour la partie informelle. Et après, on a pour tous ceux qui sont justement inscrits au RIDET. Et donc là, on ne pourra pas leur donner le même plafond que les personnes qui sont en informel, tout à fait logique. Donc là, on pourra partir jusqu'à 1,1 million. Donc là aussi, récemment, on a eu une augmentation de non-plafond où on pourra monter jusqu'à 1,5 million pour aider ces personnes-là qui souhaitent avoir de l'argent pour soit de la matière première, matériel d'investissement, fonctionnement de la trésorerie. Donc voilà. Après, au niveau des remboursements, on peut avoir sur 3 ans, voire 4 ans. Et en fonction de ça, la mensualité en dépendra. Mais généralement, on peut aller jusqu'à 30 000 francs max, on va dire, d'échéance par mois. Après, nous, ce qu'on fait au niveau de l'ADI, on ne va pas directement sur les plafonds. On voit avec les personnes pendant, on va dire, une instruction. On fait un chiffrage de projet, c'est-à-dire qu'on voit avec vous concrètement ce que vous avez besoin pour démarrer l'entreprise. C'est votre priorité. Et après, à partir de là, on peut vous octroyer, on va dire, des prêts. Voilà, donc ça, ces microcrédits-là sont proposés pour des personnes qui ont des garants. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas payer votre retraite, on va demander aux garants de payer à votre place. Après, on a pour ceux qui n'ont pas de garant, on va passer à la diapo suivante. Pour ceux qui n'ont pas de garant, on appelle ça le prêt de groupe, c'est des prêts de test. Aujourd'hui, on demande à ce que vous soyez 3 personnes minimum. Généralement, on part sur des prêts de groupe, c'est pour tout ce qui est solidarité. Ça marche très bien en tribu et dans les quartiers.
Donc, on demande à 3 personnes de se réunir avec 3 projets différents et ils vont monter leur entreprise, on va dire, en informel. Généralement, c'est le type de profil qu'on a. Donc là, on pourra leur donner 120 000 francs max par personne remboursable sur 6 mois. Donc, aujourd'hui, on a vraiment une augmentation de ces prêts de groupe, surtout en tribu dans le Nord où la solidarité elle est très présente, on va dire. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, c'est plus facile de développer ça au Nord aujourd'hui ou dans les îles qu'à Nouméa. Mais voilà, tout ce prêt de groupe, il a été mis en place pour tous ceux qui n'ont pas de garant. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Ces 3 personnes viennent nous le voir. Ils ont chacun un projet différent. Ça peut être une maman qui fait de la couture, l'autre de l'espace vert et l'autre, par exemple, elle fait de la pâtisserie. Ces 3 personnes-là vont contracter un prêt. Et à la fin du mois, nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y a un chef de groupe qui vient déposer les échéances des 3 personnes sur le compte de l'ADI. Imaginons que pour X raisons, il y a une des 3 personnes qui ne peut pas rembourser. Les 2 personnes, et on parle de solidarité là, vont se cotiser pour pouvoir payer pour la 3e personne. Donc ça a été mis en place justement pour les personnes qui n'ont pas de garant. Voilà pour le prêt de groupe. Ok, donc nous, on fait justement de l'octroi de financement, mais on accompagne aussi les personnes grâce à notre équipe de bénévoles. C'est parti. Donc, alors, on fait des formations gratuites, donc tout ce qui est études de marché. Donc aussi, on a étude de marché. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, on a une formation qui s'appelle un projet, une idée, un projet. Donc là, où on va travailler au travers du business model Canvas. Donc là, il y a un bénévole qui va vous aider avec de transformer votre idée en projet. C'est-à-dire que avec le business model Canvas, normalement, vous savez c'est quoi. Donc, on va vous apprendre à trouver des partenaires, à trouver votre réseau de distribution. Et à la fin, on va dire, de cette étude de marché, on pourra vous dire si oui ou non votre projet est viable ou pas. Voilà, c'est ça l'objectif en fin de compte de cette thématique. Ensuite, on a tout ce qui est chiffrage de projet. Donc là, vous avez déjà le projet défini, votre réseau de distribution, vos partenaires et tout. Donc là, on va voir avec vous que vous avez besoin de combien concrètement pour démarrer votre projet. Ensuite, on a la formation Je deviens entrepreneur. Donc, c'est une formation qui dure 1 semaine, qui a lieu tous les mois. Donc, actuellement, elle est en train de se passer à l'ADI. Donc là, pendant 1 semaine, vous apprenez à avoir la casquette d'entrepreneur. C'est-à-dire que vous allez faire l'étude de marché, le chiffrage de projet, vous allez apprendre tout ce qui est marketing, établir votre prix de vente, comment vous faites pour vous vendre. Tout ce qui est Facebook. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui vendent leurs produits via Facebook. Donc là, on va vous apprendre à faire ça. On va vous apprendre aussi les formalités au démarrage. Qu'est-ce qu'il faut pour être entrepreneur? Le RIDET, le pas le RIDET, le RUAM, pas le RUAM. Est-ce qu'on se monte en SARL ou en EI? On va vous apprendre tout ça. Et tout ça grâce à nos bénévoles. Et ensuite, on a la partie coach personnel. Donc, soit vous avez une idée et vous ne savez pas trop où vous situer. Donc là, il y a un coach personnel qui va vous dire c'est le bon projet pour toi, continue. Ou sinon, après, on a un coach personnel pour l'après-financement. Donc là, tous les 3 mois, on essaye de vous appeler en fin de compte pour savoir si l'entreprise marche ou pas. Et si elle ne marche pas, on essaye avec vous de trouver des solutions pour que justement l'entreprise puisse sortir la tête de l'eau. Donc voilà nos formations gratuites. Après, on a des mises en relation, partenariats gratuits avec notre page Facebook. On participe au Pacific Market et on a des espaces ADI en ligne. Donc là où on propose des réductions, on va dire, pour nos clients. Voilà. Okay. Donc, le traitement d'une demande de prêt à l'ADI, comment ça se passe? C'est ça. Donc, alors, généralement, la plupart des personnes, quand vous avez besoin d'informations, vous appelez directement l'ADI au numéro vert. Donc là, il faut profiter, c'est un numéro gratuit. Il y a des gens qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc, tout le monde passe par l'accueil, numéro vert, ok. En fonction de la demande, si on est dans les plafonds qu'on a énumérés tout à l'heure, on fixe un rendez-vous avec un conseiller en fonction de sa zone d'habitation. Donc, si par exemple vous êtes sur Nouville, Païta, DSM et Ravels, Pierre-Lanquette et tout, ça sera avec moi. Pour d'autres quartiers, quartier sud, quartier nord, on a un conseiller différent. Si jamais votre demande de prêt est en dehors de nos plafonds, et bien là, on passe à nos collègues, qui peut être Initiative NC ou la banque.
parce que peut-être qu'ils n'ont pas besoin de passer par nous. Donc voilà, on a fixé le rendez-vous avec la personne parce qu'elle a besoin d'une machine à coudre pour faire ses robes, parce qu'il y a bientôt des mariages qui arrivent. Là, c'est parti, c'est un rendez-vous avec moi. On a 1 heure d'instruction avec cette personne-là, on voit si le projet il est viable ou pas, si elle a des clients, si son chiffre d'affaires tient la route et surtout si elle peut rembourser l'ADI. Après, on voit aussi la solvabilité du garant. Est-ce qu'il sera vraiment là pour aider cette personne-là ou pas? Tout est OK, tous les voyants sont au vert, on passe au comité de crédit, le dossier est accepté, tant mieux. S'il est refusé, on retravaille sur le dossier et on le représente au comité. Après, il peut être vraiment refusé parce que X raison. Il est accepté, c'est bon. On envoie l'argent sur le compte du client. Le compte du client, la personne, elle fait ses robes, tout, elle vend et tout. Le remboursement se passe très bien, c'est cool. Le remboursement ne se passe pas bien. Malgré tout, comme on a dit, c'est un prêt. Donc là, on a un service de recouvrement et d'amiable qui sont là justement pour faire le travail, pour être remboursé, justement, elle a dit. Parce que, comme on vous a dit, on est une association. L'objectif pour nous, c'est d'aider les Calédoniens. Et si les gens ne remboursent pas, elle a dit, en fin de compte, on ne pourra plus prêter l'argent. Donc, c'est important pour nous d'être remboursés. Aujourd'hui, nos clients jouent très bien le jeu. Donc, généralement, on est plus là-haut. Remboursement, OK. Donc, soit après, on rembourse bien, on arrive à la fin du prêt, il est soldé, il n'a plus besoin de nous, l'activité marche très bien. Maintenant, il passe directement par Initiative NC ou par la banque. Et nous, on est contents. On a réussi à le faire entrer dans le tissu économique. On n'a plus besoin de l'ADI parce que nous, on est justement ce partenaire-là qui permet justement d'accéder à des plus grosses structures. C'est pour ça qu'on parle de microcrédit pour l'ADI. Si la personne, au final, elle n'arrive pas à bien lancer son activité et qu'elle a besoin encore d'un refinancement, on pourra la refinancer. Donc, on recommence à zéro, rendez-vous conseillé, dossier accepté. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que pour un refinancement, on n'est pas obligé d'arriver à la fin de son prêt. En cours de prêt, on peut lui refinancer. Par exemple, aujourd'hui, on finance les jeunes qui ont besoin du permis pour aller au travail. Donc là, une fois qu'il a un permis, on lui demande de rembourser sur 3 ans. On ne va pas attendre 3 ans pour ensuite lui reproposer un prêt. Donc là, une fois qu'il a passé son code, on peut l'aider pour aller acheter sa voiture, parce que la voiture, elle est indispensable pour aller au travail en Calédonie. Et donc, on va faire là un refinancement pour cette personne-là au bout d'1 an, voire 2 ans. Tout dépend de sa façon de passer son code, on va dire. Donc voilà en gros comment ça se passe au niveau de l'ADI pour un traitement de demande. Et voilà. Donc, vous avez les plafonds, tout. Donc, comme je disais, nous, on est vraiment le partenaire pour le démarrage. Donc, comme je disais, on finance ceux qui n'ont pas de RIDET, donc ceux qui sont en black, et on aide au démarrage. Après, une fois que les personnes tournent très bien, donc là, on a d'autres structures, justement, comme nos collègues de Initiative NC, à qui je vais passer la parole. Merci beaucoup, Cynthia. Je vais inviter Viviane et Véronique à venir nous présenter leur présentation. Bonjour, on va peut-être déjà se présenter. Oui, bonjour. Je suis Véronique Caranguarec, je suis gérante de société, donc j'ai 2 sociétés et il y en a une qui a été financée entre guillemets par Initiative NC. Et donc moi c'est Viviane Lafay, je suis la directrice d'Initiative Nouvelle-Calédonie sur le territoire. Donc, j'ai essayé de m'atteler à répondre à la question posée. Et déjà, je voulais faire un état des lieux de quoi on est en train de parler, en fait. Donc, en Nouvelle-Calédonie, il y a à peu près 60 000 entreprises. Sur ces 60 000 entreprises, il y en a 90 qui n'emploient pas de personnel. Donc, des TPE, toutes petites entreprises. 8% sont des PME qui embauchent entre 1 et 9 personnes. Et 2% ont plus de 10 salariés. Ça, c'est le premier constat. L'autre, c'est comment ces structures ont été financées, comment elles se sont créées. Il y a une étude qui a été faite et portée par l'AFD et l'ISE et l'IEOM qui montre qu'en fait, pour créer ces entreprises, seuls 40% d'entre elles ont fait appel
à des crédits financiers. Donc 63% d'entre elles sont parties sur des fonds propres. Donc on fait avec ce qu'elles avaient. Et seulement 30% ont fait des emprunts bancaires et les 10 autres ayant fait appel soit à des microcrédits, comme Cynthia a pu en parler, des subventions, ce qu'on appelle le love money. On fait appel à ses amis, sa famille, pour pouvoir aider à financer. Donc le constat qu'on peut faire, c'est que les 4 banques présentes sur le territoire sont parfois peu enclines à octroyer des prêts pour des investissements. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça n'en a pas, en fait. Ça ne fonctionne pas. Quel risque prend une entreprise qui se crée à fonctionner en fonds propres ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse ? Le café, c'était après, en fait. Elle risque de les perdre, effectivement. Une assise financière moins importante parce qu'elle n'a pas de capacité pour faire face à ses besoins en fonds de roulement. Si on clique sur le bouton, normalement, il y a des... Elle peut manquer de moyens pour mener à bien le projet. Je vais prendre des exemples de gens qui viennent nous voir. Ils ont besoin d'investir sur une machine. Ça représente 1,5 million. Ils nous disent « j'ai besoin d'un financement d'1,5 million ». Alors, le problème, c'est que l'entreprise, ce n'est pas que la machine. C'est plein de choses à mettre en place pour avoir des moyens, pour le faire vivre, pour chercher des clients. Donc, il y a des moyens de distribution, il peut y avoir des moyens de communication. Il peut y avoir un certain nombre d'autres charges qui, du coup, ne sont, dans un premier temps, pas prises en compte. Donc, quand on en est à mettre en œuvre les choses, si on a oublié ces points-là, on peut ne pas pouvoir y faire face. Donc, on a bien la machine, mais on ne peut pas aller chercher les clients. Dommage. On peut manquer de moyens aussi pour financer le développement. Si vous êtes dans des activités où vous allez payer vos charges avant que vos clients vous payent, il va bien falloir avoir la trésorerie pour payer ça et pour y faire face. Et il y a des moments, des structures se tombent et ferment parce qu'elles ont un fort développement et qu'elles ne peuvent pas faire face à ça. Si les fonds propres ne permettent plus, si on n'a pas la capacité financière de faire face à ses besoins, eh ben on ne peut même pas financer son développement, en fait. Si jamais il y a un imprévu, imaginons que des travaux soient plus chers que prévu, ce qui n'arrive jamais, mais au cas où, dans un monde imaginaire, eh ben, si vous avez prévu au plus juste et que vos fonds propres sont au max, vous n'allez pas pouvoir mettre en œuvre votre projet jusqu'au bout. Donc, plus vous avez, sauf si vous êtes extrêmement riche et que tout ça, vous savez y faire face. Sinon, d'une manière générale, on peut quand même dire, on peut peut-être rajouter, que plus vous investissez, plus vous commencez à fonds restreints sur fonds propres, plus vous prenez de risques. Par exemple, on a, nous, des taux de pérennité à 3 ans de nos bénéficiaires, de prêts d'honneur qui sont de 83%, ce qui représente 20 points de plus que la moyenne territoriale. Donc, il n'y a que 60% des entreprises qui ne sont pas accompagnées ou qui n'ont pas fait de financement externe qui continuent. Alors, il y en a quand même 60%. Donc, tout dépend aussi de la nature de votre projet. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le financement est une solution et la solution, tout dépend aussi de votre projet. Mais s'il a un certain niveau d'ambition, c'est quand même important de pouvoir vous prémunir pour pouvoir le développer. Alors, ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que les entreprises, si on peut rappeler une fois, sont peu enclines à faire appel à l'extérieur ? Parce que c'est compliqué. Généralement, c'est vécu comme « mais je vais voir qui, je fais quoi ?» Donc, on m'a demandé de faire un beau tableau pour présenter les différentes possibilités. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de financer ? Déjà, il y a des subventions. Les provinces, en fonction de leur code d'investissement, peuvent vous aider. Le gros avantage des subventions, c'est que contrairement au reste, ça ne se rembourse pas. C'est tout bénéfice pour vous quand vous commencez.
Une autre forme de subvention, c'est l'État. Il existe aujourd'hui des processus qui vous permettent de faire de la défiscalisation et donc de payer moins cher, entre guillemets, un certain nombre de vos investissements. Vous pouvez renforcer vos fonds propres par plusieurs biais. Et le capital risque, c'est-à-dire des gens comme l'ICAP, comme les SEM des différentes provinces, qui vont rentrer au capital avec vous, qui vont vous soutenir, qui vont vous accompagner aussi, et ça va être très important, dans votre projet pour pouvoir vous aider à le structurer et à le mener à bien. C'est des gens qui rentrent, puis qui vont sortir de votre entreprise et vous laisser la main libre quand tout sera bien passé, au bout de 3 à 5 ans en fonction des business plans. Vous avez les prêts d'honneur, Initiative Nouvelle-Calédonie l'a dit aussi, en fait quelques-uns. C'est quoi un prêt d'honneur? C'est un prêt, ça se rembourse, donc ce n'est pas une subvention, mais c'est du taux zéro, c'est sans garantie personnelle, et ça vous permet de renforcer vos fonds propres pour aller vers le crédit. Chez Initiative NC, par exemple, tous nos prêts d'honneur sont forcément couplés avec des prêts bancaires. Il n'y a pas de prêt d'honneur s'il n'y a pas de prêt bancaire. L'idée, c'est que justement, les prêts bancaires, les entreprises ont du mal à les obtenir et qu'en renforçant leurs fonds propres, ça leur permet d'obtenir un go. Les crédits, on les trouve où? Dans les banques locales. 2 types de crédits. Crédits d'exploitation pour le tout venant de votre activité au quotidien et les crédits d'investissement pour acheter des immobilisations. La BPI est sur le territoire aussi depuis 1 an et demi. 1 an et demi? 1 an, 2 ans peut-être. Et fait aussi des crédits et peut financer des projets. Et puis les microcrédits dont on a parlé tout à l'heure, ceux de l'ADI. Ces crédits, je rajouterais quand même 2 choses que j'ai mis dans les modes de financement. C'est un crédit, c'est donc un taux. On peut jouer sur ce taux par des aides, enfin en tout cas une bonification des intérêts qui est possible via l'IEOM, qui accorde des réescomptes sur certains critères. Sachez-le, parce que quand vous avez un crédit à 5%, ce n'est pas la même chose que de l'avoir à 3%. Ça ne va pas être les mêmes remboursements. Donc c'est important d'y penser quand vous faites votre business plan. Un autre moyen, on l'a un peu vu d'ailleurs au moment du Covid quand on parlait des PGE, des prêts garantis État, une autre façon pour faciliter l'accès au crédit, c'est de faire appel à des garanties. Donc sur le territoire, il y a des prêts qui peuvent être garantis soit par la SOGEFOM, soit par un certain nombre de fonds de garantie spécifiques, en particulier sur les provinces. Si on rappuie sur le bouton, il n'y a plus personne. Je vais essayer de rappuyer sur le bouton. Tout ça pour dire que ça paraît complexe, mais qu'en fait, ce n'est pas forcément si sorcier, surtout que vous pouvez vous faire accompagner pour savoir qui aller voir, comment, et après avoir par contre structuré votre projet. Parce que si on a une réticence à rencontrer des financeurs, comme on le rencontre avec les gens qui viennent nous voir, ben effectivement, c'est parce qu'on demande un certain formalisme pour le faire. Faire un business plan, on en avait parlé pour ceux qui étaient déjà là la fois d'avant, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître restreignant, contraignant. Il faut rentrer dans des cases, il faut prévoir des choses. Mais ce que j'avais déjà dit à l'époque, c'est que formaliser un business plan, ça peut paraître effectivement compliqué et difficile, mais ce n'est pas tant utile pour les établissements financiers que vous allez voir que pour vous, pour pouvoir mesurer votre risque. On en avait déjà parlé, mais je suis prête à répondre à vos questions tout à l'heure. Et donc, si vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, ce qui est assez légitime, on n'a pas tous cette fibre-là, il y a des structures qui peuvent vous aider et vous accompagner dans cette démarche, les chambres consulaires, les associations, Initiative Nouvelle-Calédonie ou l'ADI, où on a, nous aussi, des ateliers collectifs ou individuels qui sont entièrement gratuits pour vous aider à mener votre business plan. Les provinces vous aident aussi pour avancer et structurer vos projets. Les organisations professionnelles, sur certains secteurs d'activité, vous avez du monde qui est en mesure aussi de vous aider. Et il y a des cabinets conseils qui peuvent aussi le faire. Ça, c'était pour ma partie. Donc, si vous voulez rajouter des choses ou compléter, parce que moi, j'en parle, mais je ne l'ai pas fait, il y en a qui le font.
Moi, je suis juste là pour témoigner du soutien et de l'aide de l'initiative Nouvelle-Calédonie à l'époque en 2013, 14, 2014. 2014, c'était tout nouveau, je crois déjà, je pense, je sais plus. C'est 2007. Donc 2014, moi, j'en avais pas connaissance d'initiative Nouvelle-Calédonie, je connaissais pas du tout. J'avais déjà une autre société de collecte de déchets parce qu'en fait, je suis dans le déchet et le recyclage. Et puis m'est venue cette idée un petit peu faux folle de recycler du verre. Et j'avais aucun soutien financier, etc. Donc j'ai monté mon projet, j'ai monté mon business plan. Et puis j'ai rencontré Initiative Nouvelle-Calédonie. Et grâce à Initiative Nouvelle-Calédonie qui a cru en mon projet, j'ai pu après aller voir la banque qui m'a octroyé un crédit à un taux, je ne sais plus, 4%, 4-5% à l'époque. Et surtout, après, j'ai aussi bénéficié d'une défiscalisation sur l'achat de mon matériel. L'initiative Nouvelle-Calédonie m'a surtout aidé pour un fonds de roulement parce que j'avais pas de clients, j'avais pas de gisement, j'étais un petit peu audacieuse à ce niveau-là. Donc, ça m'a permis en fait de tenir un petit peu sur 2 ans, d'avoir un petit fonds de roulement. J'étais très prudente dans mes dépenses, etc. Après, c'est de la gestion, hein. Donc voilà, et j'ai créé de l'emploi aussi. Donc aujourd'hui, j'ai 2 salariés. Et puis j'espère que ça va grandir encore un petit peu, un petit peu plus. Donc voilà, donc l'initiative de Nouvelle-Calédonie, c'est vrai qu'ils sont d'un grand soutien. Voilà, moi c'était un témoignage tout simple, hein, donc voilà. Tout simple mais important. Oui, très important. Surtout qu'une fois qu'on a octroyé le prêt d'honneur, Initiative, on fait un suivi pendant toute la durée du prêt d'honneur. Donc il y a des conseillers qui sont dédiés à chaque porteur et qui les accompagnent sur les premières années. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. En fait, on n'est jamais lâché par si on a besoin, on les poursuit même 4 ans, même 6 ans plus tard. Et même des fois, ils nous harcèlent un peu, je l'avoue. Concrètement, Initiative NC, c'est des prêts sur des projets qui font au moins 2 millions de francs. Il n'y a pas de plafond et on peut financer jusqu'à 6 millions de francs par projet. Pour une personne, on rencontre aussi plein de cas où ce sont des associés. Donc, on peut aussi financer des associés dans des cas de création, de reprise ou de croissance. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Donc, nous allons commencer la table ronde. Donc, vous voulez pas vous asseoir? Donc, j'invite Cynthia Coindredi et alors Marie-France Loiseau, Sylviane Siani, et Véronique et Viviane qui sont déjà là, à venir s'asseoir ou pas. Moi, je ne vais pas vous forcer. Ah, il n'y a pas assez de chaises? Il manque une chaise. C'est bien de s'asseoir aussi. Donc, je vous invite à peut-être commencer par vous présenter. Ça pourrait être intéressant. Donc, je viens de me présenter. Donc, d'accord. Véronique Caranguarec, société de Rossivert. Marie-France Loiseau, retraitée, bénévole, vice-présidente. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre d'initiative, oui, effectivement. Donc, voilà. Et anciennement dans la banque. Alors, Sylviane Siani, je suis une entreprise individuelle qui a été financée par l'ADI et j'ai un atelier où j'ai un employé et je suis sellier automobile ainsi que garnisseur auto et tapissier à l'ancienne. Donc, j'ai été financée par l'ADI. Je viens pour vous informer que j'en suis très contente et ils m'ont beaucoup aidée. Yes. Merci beaucoup.
Donc, le thème de cette table ronde qui est le financement externe est-il la solution? Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont déjà des questions? Ne soyez pas timides. Merci, bonjour, merci de votre présence. Au niveau des taux, qu'est-ce que ça donne, par exemple, les taux de prêt en fait, que vous pouvez octroyer par rapport aux banques? Est-ce que c'est plus intéressant, moins intéressant? Voilà, parce qu'en fait, les banques, quand elles vous prêtent pour la création d'entreprise, il y a deux solutions. Soit elles vous prêtent avec des taux en fait, actuels et des garanties, par exemple le nantissement du matériel. Où elle vous prête en fait presque ce que vous faites vous sur l'honneur, c'est-à-dire sur le principe de votre projet. Donc j'ai une question sur les taux et l'autre en fait le problème de passer par des financements externes comme les vôtres en fait, c'est très intéressant, hein, c'est certainement très utile pour beaucoup d'entreprises, mais un entrepreneur c'est quelqu'un qui a souvent une idée secrète. Évidemment, puisqu'en fait, s'il l'expose à un maximum de gens, elle risque d'être exploité par d'autres personnes et donc son projet devient caduc parce qu'en fait, des concurrents émergent très rapidement si l'idée est bonne. Donc, c'est aussi le souci en fait. Donc, deux questions, une sur les taux, une sur le secret en fait, qui peut être gardé ou pas. Merci. Alors moi, je vais répondre pour ma partie. OK, donc nous, pour les taux au niveau des microcrédits, donc on fait une partie microcrédit avec des taux à 7,45 et une partie prêt d'honneur à taux zéro. Et ensuite, pour, on va dire, la confidentialité du projet, j'avoue que c'est vraiment une question qui se pose parce que j'en ai eu récemment un qui est venu et qui avait cette peur-là. Donc après, nous, ce que je peux vous dire, hein, si ça peut vous rassurer, aujourd'hui, quand on fait des prêts avec une personne, c'est une relation de confiance qu'on établit avec notre client. Et donc aujourd'hui, je pense que j'ai appelé aujourd'hui Sylviane parce que c'est plus qu'une cliente, on va dire, pour nous, c'est vraiment, on va dire, la famille de l'ADI, quoi. Alors la réponse sur les taux, elle va être double. Nous, notre prêt d'honneur, il est à taux zéro, sans garantie personnelle. Mais par contre, il n'y a pas de prêt d'honneur tout seul. C'est-à-dire que nous, on ne finance pas un projet uniquement par un prêt d'honneur, puisqu'il est destiné à faire un effet levier pour obtenir un prêt bancaire. Donc, il y a un prêt d'honneur, mais il y a aussi un prêt bancaire qui, lui, est forcément un certain taux, qui dépend de votre secteur d'activité, etc. Sur la partie confidentialité, on est tous liés avec des accords de confidentialité. Les prêts sont octroyés par un comité d'agrément, Initiative NC, qui est entièrement constitué de bénévoles et qui sont tous liés par ce secret, cette confidentialité. Maintenant, je rajouterais que forcément, à un moment, il faut s'exposer un peu, d'une manière ou d'une autre, pour présenter son projet, même si ça se fait dans une sphère privée. Et on a une de nos bénévoles qui insiste souvent sur le fait que on peut être amoureux d'une idée, qui est l'idée que vous pensez être l'idée du siècle ou importante et qui va rencontrer un public. Et en fait, l'accompagnement consiste aussi à vous aider à montrer qu'il faut mieux être amoureux de ses clients et de s'assurer qu'effectivement, on a des clients, on a un marché. Et l'accompagnement qui est fait en amont du prêt, c'est aussi pour checker ça avec vous. Que l'idée, elle peut être excellente, mais comment on va faire pour la mettre en pratique, pour qu'elle rencontre un marché, qu'elle rencontre des clients et qu'elle puisse obtenir un chiffre d'affaires qui sera le garant de votre pérennité. Donc, et ça passe par un certain nombre de rencontres. Nous, on organise par exemple des comités techniques avec un certain nombre d'experts sur des sujets, parce que nous, on est Initiative NC, on est essentiellement des généralistes. Mais ça permet justement de visualiser le projet sur plein d'axes différents, commerciaux, juridiques, financiers, pour pouvoir assurer sa viabilité. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ma forme de réponse. Je ne sais pas si vous avez un truc à rajouter. Oui, moi, en ce qui concerne les taux, puisque c'est vrai que les banques ne prêtent pas à taux zéro, hein, contrairement effectivement à Initiative. Vous avez les taux, c'est difficile de vous donner, on peut vous donner des fourchettes de taux, mais le taux dépend beaucoup du projet, de la durée de l'emprunt, des apports qui peuvent être faits par l'entrepreneur. Vous avez un taux préférentiel dont vous a parlé tout à l'heure Viviane,
qui est le taux réescomptable, qui est aujourd'hui à 2,75. Là, je peux vous le donner, puisque c'est un taux qui est fixé par l'Institut d'émission d'outre-mer, et pour certains secteurs d'activité. Donc, ces secteurs d'activité sont, par exemple, je dirais, le BTP, le tourisme, je dirais l'environnement, effectivement, donc l'aquaculture, l'agriculture et tout. Donc, il ne faut pas hésiter à demander à votre banquier, en faire savoir à votre banquier que vous êtes un petit peu au courant de ces taux, parce que, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir du 2,75 que du 5%. D'accord ? Mais les taux, globalement, sont différents. Hein. On ne peut pas vous donner un taux comme ça. Chaque dossier est différent. Il est étudié différemment aussi. Hein. Dans la question que vous avez posée au niveau de la confiance, je trouve dommage que vous n'ayez pas suffisamment confiance en votre banquier. C'est parce que c'est quand même la base de la relation du banquier avec l'entreprise. Et je pense qu'on est très liés. Et on travaille ensemble et on est partenaires. Voilà. Pour les garanties, vous aviez parlé de garanties aussi, je crois. Non, vous n'avez pas émis. Non, d'accord. Alors moi, en ce qui me concerne, bonjour. Alors au départ, j'avais mon idée toute farfelue dans ma tête. En fin de compte, je suis partie au départ, j'ai été suivie par Monsieur Colombo, qui était sellier automobile depuis plus de 24 ans, plus de 60 ans sur le territoire. J'ai été pendant des années avec lui en même temps que mon travail, et j'avais cette petite idée qui me trottait dans la tête, où je ne pouvais pas le divulguer à quelqu'un ni quoi, parce que je voulais faire quelque chose qui personne ne faisait. On est bien d'accord. De ce côté-là, il fallait avoir une grande confiance en soi et foi en son projet. Après, les personnes qu'on tombe dessus ou qu'on rencontre, c'est vrai qu'ils nous donnent, on a le droit d'avoir cette méfiance envers les autres, mais avoir aussi ce côté réaliste qui fait que j'ai monté ce projet, j'ai les capacités de pouvoir aller au-delà de ces projets, de mon projet, parce que je suis apte à le faire et j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est comme ça que je me suis lancée dans le mien. La banque, j'étais passée sur une histoire de ma vie qui a fait que la banque ne voulait pas me suivre. Je suis tombée très malade en même temps. C'est bizarre parce que dans ces coups-là, il y a tout qui nous tombe dessus. Et on est là dans le vide complet, on ne sait pas trop où s'aventurer. Et donc, du coup, voilà, j'y suis allée avec audace. J'ai commencé par les garages parce que je suis sellier automobile, mais je travaille chez moi. Donc, j'ai mis en place le service où je vais chez les clients. J'ai monté mon projet, mon business plan tout seul, par méfiance. J'ai monté aussi la capacité de pouvoir aller en fin de compte sur la métropole pour pouvoir prendre ma matière première comme le cuir. En fin de compte, je suis l'une de seules à faire venir du cuir de la métropole et travailler le cuir dans le côté sellerie automobile en touchant du volant jusqu'au sol et le ciel de toit et les capitonnages des portes. Je me déplace. J'avais fait une demande de financement avec l'initiative ONC. Merci infiniment parce que eux m'ont suivi aussi. La banque voulait pas me suivre, ne me l'ont pas dit. Ils l'ont fait différemment. Je suis vraiment désolée. Ils l'ont fait différemment ils ont été fourbes de ce côté-là. Je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je pense que quand on n'a pas quand on est méfiant, on laisse passer des choses qui j'aurais beaucoup plus d'audace que la personne en face de moi me faisait pas peur. Le banquier me faisait pas peur et je lui aurais dit oh là c'est bon, j'ai mon projet il tient sur la route. J'aimerais que vous m'aidez. Je pense que ça aurait marché puisque maintenant ils veulent me suivre. Voilà, au départ, c'était un peu bancal. Ils avaient peur, ce qui est tout à fait normal. L'ADI était là pour me soutenir. Et franchement, c'est une famille parce que
je suis partie sur la sellerie automobile. Il me fallait mettre mon point fort sur la sellerie, en fin de compte, ce que je suis capable de faire. Ensuite, je suis passée dans le domaine tapisserie. Parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et tapisserie, mais avec du tissu mobilier. Donc là, pareil, l'ADI m'a subventionné pour pouvoir le faire. Comme méfiante comme je suis, j'ai monté mon business plan aussi. J'ai fait du tout au tout. Et j'y suis arrivée, là maintenant, ça va faire 4 ans que j'ai ma petite entreprise à la maison. Les gens commencent à me connaître de plus en plus. Je suis l'atelier Sellerie-Cils. Je vais chez les clients, je leur répare leur siège dans le parking. Dans le parking, c'est un truc. Mais voilà, il fallait le mettre en place. Il faut être audacieux et pouvoir se lancer. Donc voilà, j'ai été suivie par Cynthia, ainsi que l'initiative NC. Comme je disais auparavant, ils aident énormément mais je pense qu'il faut pas être méfiant, il faut vraiment une confiance et la foi en son projet, et se dire que même si je suis un peu bancal, je le sais, parce que pertinemment, on le sait. Mais voilà, il faut se lancer, et il faut pas se laisser envahir par les projets, les problèmes personnels, ce qu'on n'arrive pas... Et les émotions, les émotions, qui tout compte fait, ils jouent beaucoup, mais ils sont là pour nous aider, et franchement, ça vaut vraiment le coup de le faire, puisque maintenant, je dis pas que je m'en sors mieux, et je suis vraiment passionnée par ce que je fais, et je suis contente, en fin de compte, par le biais de la passion, vivre de la passion, et d'avoir ces personnes-là autour de nous qui nous permettent de pouvoir avancer. Voilà. Merci. Je tiens juste à rajouter un petit élément. Il y a quelque temps, nous avons fait un café sans filtre justement sur la question, je me souviens plus exactement de la tournure de la question, mais c'était est-ce qu'il faut garder notre projet confidentiel ou non. Donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de l'université et la playlist du Pépite si ça vous intéresse. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ? Alors nous, on a vu une évolution, effectivement, qui est plutôt positive, en sens, en tout cas, où il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Des gens qui ont peur pour leur avenir professionnel en tant que salariés, et qui, c'est pas des gens qui se découvrent entrepreneurs le lendemain matin, mais qui avaient une idée, une envie. Et je leur dis moitié en me moquant, ils ont évité d'attendre la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine pour se la poser. Donc ça accélère en fait leur passage à l'acte, entre guillemets, en tout cas d'aller jusqu'au bout de ce questionnement. Donc nous, on a vu plutôt plus de dossiers. À l'envers, par contre, il y a beaucoup de dossiers qui les dossiers prennent plus de temps à aboutir. C'est-à-dire qu'on a pas mal de prêts d'honneur aujourd'hui qui ont été accordés et pour lequel le circuit, nous, on accorde le prêt d'honneur quand la totalité du plan de financement est mis en place. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, s'assurer que tous les moyens sont disponibles. Et là, aujourd'hui, par contre, on note qu'il y a plus de temps pour obtenir des délibérations de province, pour obtenir des accords bancaires. Donc là, il y a un temps de latence, entre guillemets, plus important entre le moment où le dossier est posé auprès des différents partenaires et le moment où il se déclenche. Ok, et donc nous, pour notre part, j'avoue qu'on n'a pas réellement ressenti une grosse augmentation, à part pour la partie, on va dire, parce que là, nous, on vous a présenté tout ce qui est création de projet, mais l'ADI, en fait, on finance aussi tout ce qui est mobilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnes qui veulent garder leur emploi ou trouver un travail, on pourra les aider à financer tout ce qui est formation, permis, voiture. Et donc, nous, on a une réelle augmentation de cette demande-là, parce que je pense que les banques sont réticentes. Après, pour tout ce qui est partie création de projet, on va dire que c'est nous qui allons dans les squats, dans les quartiers pour
pour faire émerger des projets. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui le font au black parce qu'on a besoin d'arrondir les fins de mois. Et donc, nous, on est là aujourd'hui pour leur dire, ben, vous êtes des entrepreneurs, en fin de compte. Ayez cette casquette-là, n'ayez pas peur. Et nous, on peut vous aider pour augmenter, on va dire, votre chiffre d'affaires. Donc, voilà. C'est bon, il marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, une question. Et vous n'êtes pas obligé de rire quand vous me voyez quand même. Non, moi j'ai une question parce que effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, on disait le financement externe est effectivement une solution. Mais je voudrais avoir votre avis sur le fait qu'il y ait un financement accompagné. Parce que, comme on l'a vu, les taux de pérennité ne sont pas forcément les mêmes. Et est-ce que le financement seul, c'est une solution ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un financement avec un accompagnement pour être sûr de... Voilà, juste cette petite question. Après, moi, pour répondre à cette question-là, je pense que ça va vraiment dépendre de chaque entrepreneur. Il y en a aujourd'hui qui ont cette fibre-là et qui vont avoir le financement et on ne va plus les voir et puis c'est parti, tout roule. Voilà. Et après, il y en a aujourd'hui où on n'est pas entrepreneur dans l'art, mais on a tout à apprendre, que ce soit la partie se vendre. C'est important, ça, savoir se vendre. On n'a pas toute cette fibre-là à aller devant la personne, à dire, ben voilà, je veux vendre mon produit, je fais ça. On ne sait pas se vendre, en fait. Donc, c'est pour ces personnes-là, je pense qu'on a besoin d'un accompagnement. Aussi pour la gestion de budget, tout à l'heure, on a parlé de ça. C'est super important de savoir gérer son budget. Donc là, je pense que l'accompagnement pour ces personnes qui ne savent pas faire ça, il est indispensable pour eux. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai un exemple, j'ai une jeune de la trentaine qui a monté son snack sur Caméré. Et le snack marche très bien, tout, mais seulement, elle a accumulé pas mal de retard de loyer. Et donc, j'avoue que cette personne-là, on n'a pas su bien l'aider. Et généralement, les gens, ils nous appellent, c'est parce qu'ils sont vraiment dans la galère. Et donc, quand nous, on arrive, en fait, voilà, c'est trop tard, quoi. Elle avait un avis d'expulsion et tout. Et donc, on a mis en place un suivi tous les mois avec cette personne-là. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, que ces prix de vente, ils n'étaient pas adaptés. Au niveau de la gestion budgétaire, ça ne le fait pas du tout. Et donc, oui, je pense que pour certaines personnes, l'accompagnement avec un coach, c'est indispensable. Voilà. Après, il faut savoir aussi, pour chaque entrepreneur, se dire la vérité. Non, je ne suis pas bon pour ça. Donc, aidez-moi. Il faut savoir aussi demander de l'aide parce qu'on a pas mal de personnes qui ont peur de demander de l'aide. Voilà. Alors, la question de l'accompagnement, l'accompagnement, il se fait déjà en amont. Enfin, quand je parlais d'établir et de structurer un dossier, que ce soit pour aller le présenter auprès d'un établissement financier ou autre, ça aide justement effectivement à mesurer ses risques et savoir où on va. Et l'accompagnement, il peut commencer déjà à ce niveau-là, donc en amont du programme. Ça, c'est sur la partie technique. Je rebondirai aussi sur ce qui a été dit parce qu'on ne s'invente pas forcément chef d'entreprise, que c'est une posture spécifique, un costume qu'il faut endosser. Pour certains, c'est une évidence, tout va bien. Et dans l'accompagnement que nous, on met en amont, il y a aussi éventuellement des ateliers de posture entrepreneuriale. Je serai qui, moi, demain, en tant que chef d'entreprise, avec mes points forts et les points sur lesquels j'aurai éventuellement besoin d'être accompagné pour que ça puisse fonctionner. Donc l'accompagnement, il commence là. Nous, on le fait après de toute façon, parce que pendant toute la durée du remboursement du prêt, il y en a un. Et pourquoi il est important? Parce qu'en fait, on n'est pas leur juge. On attribue parfois des parrains à un certain nombre de dossiers. Et on dit des parrains qu'ils sont ni gendarmes, ni nounous, ni pompiers. Il y en a dans la salle qui pourraient en témoigner. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner en rendant autonome. Donc, tout dépend de ce qu'on appelle accompagnement. Si l'accompagnement, c'est faire à la place d'eux, le jour où l'accompagnement s'arrête, c'est terminé. Donc, l'accompagnement, il peut être nécessaire pour certains. Et dans le cadre, effectivement, par contre, un contrat de parrainage, chez nous, ça dure 1 an. Parce qu'on estime qu'au bout d'1 an, normalement, la personne a acquis l'autonomie pour pouvoir être son chef, être son propre patron. Donc voilà, accompagnement, oui. Ça commence très en amont du projet avant même qu'il se fasse, même s'il n'aboutit pas. Et puis accompagnement sous forme de soutien
et pas accompagnement au sens faire à la place d'eux. Enfin, ça, c'est ma façon de répondre à ta question. Merci Tu veux beaucoup. rajouter quelque chose? Bonjour Isabelle. Je n'ai pas vu. Oui, moi, en fait, je rebondis sur ce que dit Cynthia. Cynthia et Viviane, pardon. Les deux. Et effectivement, l'assistanat, au début, c'est vrai, le soutien, en fait, on a besoin de soutien parce qu'il y a des choses qu'on ignore et voilà, on apprend. On a 5% qu'on sait, on a 95% pour apprendre. Donc voilà, moi, c'est ma philosophie. Donc moi, j'aime apprendre. Donc voilà. Donc après, soutenir, c'est bien, mais après, comme elle disait, Viviane, on a déjà nos enfants, donc on est déjà maman, donc on ne va pas être maman pour tout le monde. Donc je crois qu'il faut à un moment donné prendre ses responsabilités et puis s'envoler, quoi. Donc après, ça marche pas. Après, il y a d'autres facteurs qui peuvent venir dedans, mais je crois que tout le monde est responsable, donc c'est une part de grande responsabilité, voilà. Après, le soutien, oui, effectivement, il est vachement important. Heureusement que vous êtes là, d'ailleurs. Mais à un moment donné, faut laisser s'envoler l'oiseau, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Bon, bah, moi, j'ai une question. Je sais qu'il existe le principe du financement participatif, donc les crowdfunding qui se font majoritairement sur des plateformes en ligne telles que Kickstarter ou Tipeee ou ce genre de choses. Je suis sûre qu'il y en a en Nouvelle-Calédonie, spécifique à la Calédonie, mais je me souviens plus de leur nom. Wawa? Ok. Je voulais avoir votre avis sur ce type de financement donc extérieur et sur qu'est-ce que vous pensez dans quelle mesure vous pensez qu'ils peuvent être utilisés. Sous le sens où pas forcément pour financer un projet en entier ou... Ça, c'est pareil. Ça dépend effectivement du projet. C'est toujours en financement participatif, ce qui se fait beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, ce sont les financements dont on a parlé tout à l'heure, avec les SEM, avec l'ICAP notamment aussi, qui prend Promosud. En fait, vous avez pas mal d'organismes qui interviennent. Donc, elles prennent une partie en capital. Elles interviennent au niveau du capital, si c'est une société. En général, c'est pour les sociétés. Et elle intervient aussi en compte courant d'associés. D'accord ? Donc, le but pour ces organismes n'est pas de rester dans la société, n'est pas de continuer de conserver des parts ou de conserver des avoirs dans ces sociétés. Elles sont là pour aider au démarrage, hein, et apporter des financements d'un coût moindre, puisqu'il y a un coût quand même. Hein, elles ne prennent pas des participations gratuitement. Hein, il y a un coût qui est beaucoup moins élevé normalement que des emprunts bancaires. Mais je veux dire, elles sont là pour vous accompagner. Donc, elles sortent au bout de 4, 5 ans. Ce sont des conventions qui sont passées avec les promoteurs. Et voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à... Pour répondre plus particulièrement sur le crowdfunding, ta question, c'était surtout sur ça. J'ai envie de dire que le message que j'essayais de faire passer, c'est que plus vous arrivez à renforcer vos fonds propres, si vous ne les avez pas en perso, plus vous serez armé et moins vous prenez de risques. Et vous pouvez faire appel, du coup, vous pouvez répondre à des imprévus ou des dérapages ou une croissance qui est plus élevée que ce que vous avez prévu. Donc le crowdfunding, il y a des projets pour nous qui sont passés effectivement par Wawa. Ça fait partie de la possibilité de renforcer ses fonds propres. Donc, pourquoi s'en priver si on a un projet qu'on arrive à marketer? Parce que c'est du travail quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de s'inscrire en ligne. C'est toute une méthodologie et du marketing à mettre en place pour se faire connaître. Mais si ça permet de renforcer ses fonds propres, pourquoi s'en priver? Hein, ce serait plutôt ma réponse. Merci. Pas d'autres réponses potentielles? Et toujours pas de questions supplémentaires?
Attendez. Bonjour. Je voulais juste savoir quelle était la durée moyenne entre le premier rendez-vous, on va dire, de quelqu'un qui va avoir un projet, qui va venir voir Initiative NC, par exemple. Je pense que pour l'ADI, c'est plus court et plus rapide. Et le moment où on va pouvoir rentrer dans la boucle et s'assurer de la mise en place du projet, en fait. Jusqu'à la mise en place du projet, donc au déblocage. Alors, il n'y a pas de moyenne. Enfin, si, je peux tirer une moyenne, mais en fait, elle n'a pas de sens, entre guillemets. Tout dépend tellement du porteur et du niveau de maturité du projet quand il arrive. Nous, il y a un comité d'agrément tous les mois. Donc, tous les mois, on peut passer un certain nombre de dossiers. Il y en a qui sont arrivés, il faut quand même une dizaine de jours pour le préparer. Donc, le minimum, c'est quand même d'arriver 10 jours avant. Si tout est prêt, il n'y a pas de raison, banco. C'est assez rare. C'est très rare. Et il y a des projets comme ça qui, pour arriver jusqu'à un comité d'agrément, peuvent parfois mettre 3, 4 ou même 6 mois. Parce que quand on fait des comités, quand on interroge et qu'on fait cet effet miroir par rapport au projet, il y a plein de choses qui peuvent émerger, qui n'étaient pas dans l'idée première et qui peuvent prendre plus ou moins de temps pour aboutir. Donc déjà, arriver au comité d'agrément, en soi, ça peut être très rapide si tout est prêt. Et le problème, c'est le niveau de maturité du projet. Donc après, ça faisait un peu partie de la remarque que je faisais tout à l'heure en disant qu'on commence à avoir des projets qui se stockent, entre guillemets, parce qu'on n'arrive pas à boucler le plan de financement. Donc généralement, c'était plutôt de l'ordre de 5 à 6 mois pour débloquer. C'est plutôt en train d'augmenter, donc, pour le moment. Mais ça peut, pareil, être très rapide. Donc, parce que certains ont déjà fait en parallèle les demandes auprès de la banque, voire même il y a des banquiers qui nous amènent des dossiers. Donc, du coup, l'état d'avancement est beaucoup plus fort, par exemple. Ça peut être aussi les provinces qui nous envoient alors qu'il y a déjà des demandes de subventions en cours. Donc voilà, ça veut rien dire, la moyenne. J'ai du mal à répondre. C'est pas que je veux pas répondre à la question, c'est qu'en fait, ça dépend tellement de chacun. Désolée de ne pas pouvoir donner de chiffres précis. Merci beaucoup. Oh, une autre question. Je pourrais y répondre. Moi, j'ai été suivie par le CMA, la Chambre des métiers et des artisans, la Chambre des métiers et des artisans m'ont mis en rapport avec l'initiative NC. Mon projet était déjà tout établi. J'avais moi-même de mon côté fait en amont aussi le projet et tout ça. En tout et pour tout, le rendez-vous qui a été donné auprès de l'initiative NC pour passer au comité, pour moi, ça a duré 2 jours. Le projet était déjà mis en place. C'est passé par le CMA. Je vais donner un nom, Jennifer Keletaouna. Jennifer Keletaouna s'est mise en rapport avec l'initiative NC. Voilà, de là, ils m'ont mis en rapport avec quelqu'un de l'initiative NC, l'initiative NC m'ont donné un rendez-vous pour la première approche. Comme tout est déjà mis en place, donc pas de souci de ce côté-là. Ils m'ont donné rendez-vous le vendredi. Le vendredi a suivi, on a eu le week-end. Et lundi, j'ai eu la réponse. Donc, oui, donc c'est assez rapide quand même. Quand je parlais de niveau de préparation, c'est ça. En fait, on travaille beaucoup avec les chambres consulaires. Quand les dossiers ont déjà été traités, on a les mêmes dossiers en fait. Donc, il y a des compléments, il y a des questions qui sont posées et ça peut être rapide. Tout comme ça peut aussi donner à des questions-réponses, y compris avec les chambres consulaires sur un certain nombre de dossiers. Oui, moi j'avais une question pour Madame Keranguarek, puisque votre projet, qui est une société maintenant, vous avez 2 sociétés, qui est en rapport avec l'environnement. Je voulais savoir si vous aviez eu des facilités justement à avoir des subventions ou des aides, etc. Bonjour. Pour revenir tout à l'heure par rapport
Non, j'ai monté mon projet, mais je suis allée voir, j'ai d'abord démarré toute seule, donc j'ai été voir Initiative. Ma banque me connaissait déjà par l'autre société, donc c'était quand même déjà une chance. Ils me connaissaient. La banque m'a suivi, m'a fait confiance. Ensuite, j'ai utilisé la défiscalisation parce que j'ai quand même investi dans des grosses machines aux États-Unis. Donc, c'est un petit crédit j'ai démarré une machine de 20 millions. Donc, j'avais déjà un investissement de 20 millions. Donc, il me fallait une défiscalisation derrière pour que ça tienne la route, pour que je puisse un petit peu respirer et gagner un peu de temps. Et donc, la défiscalisation, elle était à 26%. Je l'ai eu à 26%. Donc là, j'ai eu de la chance aussi, parce qu'à l'époque, c'était un peu plus bas. Mais comme c'était en fin d'année, enfin bon, j'ai eu des galères. Donc, mais finalement, les galères m'ont été très positives pour moi. Donc, j'ai eu un taux plus important au niveau de la défisc. Parce qu'on rencontre beaucoup de galères quand même. Et puis après, moi, j'étais restée très silencieuse sur mon projet parce que c'était un projet dans l'environnement. On va dire que c'était un petit peu tendance à l'époque, ça l'est toujours encore d'ailleurs. Donc, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, moi, je suis restée très silencieuse sur mon projet. Je n'ai pas été voir la province sud pour avoir des subventions. Pas tout de suite. Et parce que je me suis dit d'abord, moi, je vais prouver mon savoir-faire et après, j'irai donner des subventions. Alors, c'est peut-être un peu débile, mais en tout cas, je n'ai pas envie qu'on gaspille de l'argent, parce qu'on en gaspille déjà beaucoup trop. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai été voir après, moi, la province sud, pour obtenir des subventions, parce que j'avais besoin de faire un investissement complémentaire sur des tamiseuses. Enfin, après, c'est technique. Et j'avais vraiment besoin de subventions, parce que là, je n'allais pas tenir la route. Donc, j'ai obtenu des subventions après. Mais j'ai d'abord prouvé mon savoir-faire, j'ai pris mes risques. J'ai la banque qui m'a suivi, j'ai une grande confiance avec mon banquier à l'époque, et même celui d'aujourd'hui. Et et puis voilà, après, on parle de la peur, etc. Je pense que si on a trop peur, on ne fait rien. Donc, mais il faut rester vigilant, prudent sur ces projets, rester silencieux, avancer pas à pas, silencieusement. Et puis voilà, effectivement, voilà, les subventions, c'est venu après. Moi, c'est pas ma philosophie de demander des subventions. Et puis après, le projet ne tient pas la route. L'argent est gaspillé parce que cet argent-là, de toute façon, après, il est perdu. Donc, on ne rembourse pas la province sud, on ne rembourse pas la province. Donc, voilà, moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, j'ai fait après les subventions. J'ai eu un petit 5 millions de subventions. Voilà, je ne cache rien parce que j'avais besoin d'acheter une tamiseuse et je ne pouvais pas. Ma banque ne m'aurait pas, je pense, même m'aurait pas suivi à ce moment-là. Voilà. Grâce à la subvention, j'ai pu acheter ma machine. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Oh. Merci. Bonjour. Voilà. Puisqu'on a des aides au financement, j'ai envie de poser une question sur la relation à l'argent qu'on a en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, quand il y a des porteurs de projets ou d'idées qui arrivent, comment ils situent l'argent, je ne parle pas encore de financement, dans leur projet? Est-ce qu'ils veulent en gagner beaucoup, vite? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un moyen en regard effectivement de la structuration du projet ou il faut des sous parce qu'il faut des sous? Ben voilà, comment est-ce qu'on travaille avec ces porteurs de projets? Quelle relation ils ont? Voilà, c'est une question de réflexion, mais moi, ça me paraît important aussi qu'on puisse parler de ça. Merci. Alors, le rapport à l'argent, c'est une question très culturelle et personnelle. Donc, je ne vais pas répondre à la place de tout le monde. Je vais juste relever quelque chose. On fait des réunions d'information pour nos parcours quand on a justement des entrepreneurs qui veulent se lancer. Et dans ces réunions, on leur demande effectivement quelles sont les motivations qui les amènent à être entrepreneurs. Très, très souvent, on a essentiellement des motivations qui sont liées à des choix de vie, à des convictions, et intervient assez peu le fait qu'ils font ça pour gagner beaucoup d'argent. Donc,
Ça me semble important. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de gagner leur vie, comme tout le monde. Mais ce n'est pas nécessairement, en tout cas ceux que je rencontre, hein, donc c'est un échantillon, je ne dis pas qu'il est représentatif, mais en tout cas, c'est assez flagrant chez les entrepreneurs que nous, on croise. Et ça fait partie aussi, après, clairement, des questions du business plan. Quand on dit qu'un projet est viable, tout dépend justement à quel niveau de revenus s'attend chacun. Et que ça, c'est propre, pareil, à chacun, en fonction de sa structure familiale, des crédits qu'il peut avoir en cours, de ses projets, de ses envies. Et donc, on se cale là-dessus, en fait, pour savoir si c'est viable. S'il a besoin de 120 000 francs pour vivre et que c'est ça son objectif, on le cale à 120. S'il a besoin de 500, on le cale à 500 pour voir si, effectivement, ça lui permettra de vivre et de bien vivre pour que, justement, toutes les motivations premières qu'il a amenées dans ses convictions, dans le fait qu'il avait envie de défendre un certain nombre de choses, il pourra les maintenir. C'est-à-dire que cette motivation, il continuera à pouvoir vivre et à la faire vivre parce qu'il a ce qu'il faut pour vivre. Mais ça, la réponse, elle va quasiment du simple au plus que double, enfin, au quintuple. Hein. Enfin, la fourchette est grande. Et ça dépend de chacun. Voilà. Mais par contre, c'est important qu'on puisse s'assurer avec lui qu'il a la capacité durablement, parce que créer une entreprise, c'est déjà compliqué, c'est plein de galères, mais la faire durer, c'est encore un autre projet. Et notre idée, nous, c'est vraiment le fait que ça puisse durer. Donc voilà, c'est qu'il puisse qu'il puisse durablement vivre de son entreprise pour continuer à y être motivé et à être bien. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la question comme tout à l'heure, mais je fais ce que je peux. Alors moi, pour ma part, l'argent. L'argent est essentiel. Hein. Maintenant, quand on est entrepreneur, on est acteur de la Nouvelle-Calédonie. Pour ma part, je vais dans le sens où j'ai établi un chiffre, où tout est comptabilisé, tout est organisé. Je n'ai pas à faire plus que plus. Je fais de mon mieux, mais je fais en sorte d'avoir un prix correct pour que tout citoyen de la Nouvelle-Calédonie puisse avoir accès à mes propositions et à mes services. Donc, de ce fait, j'essaie d'avoir des prix moyennement. Et après, on est là en tant qu'acteur de la Nouvelle-Calédonie. Donc, de ce fait, on fait en sorte d'être accepté et d'être, je dirais, un bon entrepreneur. Ça peut jouer sur plein de choses. Comme elle disait la dame, les plafonds sont énormes. On voit avec ce que je propose. Je pense que la Nouvelle-Calédonie est un pays très très cher. Mais on peut tout faire en Nouvelle-Calédonie. On est tous, autant que vous êtes, on est tous au courant qu'on peut tout faire en Nouvelle-Calédonie. Il suffit d'avoir l'audace et se lancer. Et avec toutes ces personnes-là autour de nous, on peut avancer. Moi, j'ai décidé de monter ma petite entreprise et d'avoir des prix qui correspondent à toutes les catégories de personnes. Des fois, ça pourrait sembler saugrenu parce que les gens se disent « Ouais, je demande à telle personne de me faire telle chose. » On peut aller à 3, 4 fois le prix. 5 fois le prix. Il y en a qui font suivant la tête des personnes, comme vous le dites tout à l'heure, suivant la voiture des personnes. Ouais, il a une super voiture, donc du coup, allez, vas-y, pour ta tronche, allez, vas-y, tu payes. Hein. Non, mais on en rit, mais on sait très bien. Donc le tout, c'est en tant qu'entrepreneur, hein, avoir ce côté où on est en équilibre avec soi-même et on est là, en fin de compte, pour tout le monde. Pour tout. Voilà, c'est ça. Et on a le respect pour soi-même et on est digne de soi-même parce que voilà, on est fier de soi parce qu'on vit de notre passion et tout le monde tout le monde est humain. Déjà d'avoir ce sens-là de la vie, c'est déjà c'est pas mal, Après on a le côté réaliste où on a ces gens-là autour de nous qui nous disent oh vas-y, hein, t'as mal fait ça donc voilà, vas-y, t'as envie de faire ça, fais ça. Mais franchement, c'est franchement très bien. Après, moi, pour répondre à cette question-là, ça fait 2 ans que je suis conseillère au sein de l'ADI et j'avoue qu'au niveau de l'argent, moi, je vais parler pour ma communauté, hein,
des dossiers que j'ai vus, en fin de compte, on n'a pas ce rapport-là à l'argent. On ne nous a pas expliqué. On ne nous a pas dit comment il faut gérer notre budget. On ne nous a pas expliqué à mettre de l'argent de côté. On ne nous a pas expliqué à être entrepreneur. Et sur ce fait, quand on veut essayer de monter un projet, c'est difficile au niveau de la gestion du budget. Donc c'est pour ça que, pour revenir à tout à l'heure, on a besoin d'un vrai accompagnement justement pour ça. Parce que nous, on nous a appris à partager, à donner tout ce qu'on a, on met sur la table et on partage. Et quand on commence à parler d'argent, ben, là, ça fait mal, quoi. Donc voilà, il y a sur le rapport de l'argent en fonction de certaines communautés, c'est difficile parce qu'on ne l'a pas appris à la maison, on ne l'apprend pas à l'école, et idem pour l'entrepreneuriat. Et là, l'objectif aujourd'hui, ben moi pour ma part, hein, si je travaille dans l'ADI, c'est parce que c'est une association et je porte des valeurs. C'est justement et faire en sorte d'émerger des projets, de faire émerger des projets, de montrer à tout le monde qu'on peut devenir entrepreneur, mais avec les bons outils aujourd'hui. Et surtout, avoir une bonne culture de l'entrepreneuriat et de l'argent, c'est indispensable pour qu'on puisse avoir une entreprise qui marche, quoi. Mais j'avoue que sur le rapport de l'argent, il y a un travail à faire. Merci beaucoup. D'autres questions? Moi, j'aurais une question, encore. J'ai vu passer le nom de Sésame. Il semble que ce serait un dispositif tout récent. Je voudrais bien savoir ce que c'est. La province. Je l'ai prononcé comment? Ah, je voulais dire Sésame. Ouais, j'ai dû avaler mon M. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît, éventuellement? Ok, alors moi, pour ma part, je viens juste de lire les différentes aides que la province sud, c'est ça, hein, c'est la province sud, oui, c'est ça qu'elle propose. Donc j'avoue que je ne serais pas en mesure de... Non, c'est pas ça, on parle d'autre chose. Ok, alors non, moi j'ai case. Ah oui, alors ben moi je suis non, j'ai pas suivi. Alors, Sésame.nc, si j'ai bien compris, et d'autres pourront me corriger, c'est un début de guichet unique qui permet effectivement à des gens qui se posent un certain nombre de questions d'être un peu guidés, soit sur les aides qui existent sur tout le territoire, soit sur des formulaires en ligne qui permettent aussi d'accélérer un certain nombre d'inscriptions. Donc c'est effectivement tout nouveau, ça vient d'être lancé, c'est en ligne, c'est le sésame.nc, CESAM.nc, où vous retrouvez toutes les possibilités qui existent en fonction. Donc il y a un questionnaire qui vous est posé et qui permet, en fonction de l'endroit où vous êtes, de l'activité, etc., de vous faire ressortir les aides, en tout cas les différents aides ou financements auxquels vous pouvez prétendre par rapport aux réponses que vous avez pu faire sur ce questionnaire. Voilà, ça c'est pour les aides. Après, il y a aussi l'idée de simplifier un certain nombre de démarches d'inscription et qu'on peut faire de ce fait en passant par ce portail. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'arrive. C'était pas une question, c'est juste pour rajouter par rapport à Sésame. En fait, ceux, par exemple, qui veulent être commerçants aujourd'hui ne peuvent pas aller sur Sésame parce que la CCI n'est pas encore dans le dispositif. J'ai rencontré la chef de projet qui s'occupe de ça la semaine dernière. Sésame est sorti le 12 et du coup, il n'y a que la CMA aujourd'hui et la Chambre d'agriculture pour l'instant enfin, le lien est fait seulement avec ces deux chambres consulaires par rapport à tout ce qui est inscription, RIDET, etc. La CCI n'est pas encore dedans, voilà, pour les personnes qui sont intéressées. Les associations y sont. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vous inviter à faire un mot de la fin. Rajouter quelque chose. Ça concerne pas du tout Sésame. Je voulais juste dire, faire passer un message à tout le monde. Enfin, moi, vous le ferez passer, j'espère, à d'autres aussi. N'ayez pas peur des banquiers. Jamais. D'accord? Les banquiers ont besoin de vous. C'est un partenariat. C'est
vous savez, un banquier, c'est quelqu'un de tout à fait normal. La preuve, hein, je suis encore là. On est là pour vous accompagner. Les banquiers sont là aussi pour vous aider. Ils sont là aussi pour vous conseiller. Alors, ils ne sont pas toujours positifs, effectivement, hein, mais je pense qu'à partir du moment où on vous explique bien pourquoi on ne peut pas vous suivre, on ne peut pas vous accompagner, ça va vous permettre encore de réfléchir un peu plus à votre projet. Peut-être qu'il est de bon ton aussi que le banquier, de temps en temps, vous dise bah non, on ne peut pas vous accompagner parce que là, vous perdez de l'argent. Il peut peut-être aussi vous conseiller de déposer le boulin. C'est négatif ce que je dis, mais c'est la réalité. Un banquier n'est pas là simplement pour gagner de l'argent. Je veux dire, il est là aussi pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous permettre de réussir. Et si vous ne réussissez pas, ben, il y a toujours aussi, avec votre banquier, vous avez toujours la possibilité de parler, d'aller le voir au moment où vous ressentez des difficultés. Surtout de ne pas attendre d'être en difficulté pour aller le voir, hein, et trouver des solutions. Dans toutes les banques, vous avez des services qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le recouvrement amiable, avant de passer à un contentieux. Donc, il est toujours bon de parler de ses difficultés avec son banquier. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. C'est un être humain comme tout le monde. Je pense qu'il a besoin de vous. D'accord? Donc, c'est un échange. Et un banquier, c'est un commerçant. Hein, il vend de l'argent. Son problème, c'est de dire est-ce que je vais te rembourser dans 15 ans? À lui, il vous fait confiance. Hein. Donc, et inversement, je veux dire, donc n'hésitez pas à aller voir vos banquiers quand tout va bien, certes, mais aussi quand vous êtes en difficulté. Et surtout à ce moment-là, allez leur expliquer votre situation et je pense que les choses s'amélioreront et vous aurez de meilleures relations avec tout le monde. Voilà. Je défends pas les banques, hein, mais je pense qu'il faut vraiment pas en avoir peur. Je pense que quand on a compris que qu'un banquier il est là grâce à nous, parce que la banque elle ne vit que parce qu'il y a des entrepreneurs qui font des crédits ou parce qu'il y a des crédits, sinon la banque elle n'existerait pas, je pense. Enfin, les particuliers aussi. Non, mais je parle des particuliers aussi. Donc la banque elle est là pour ça. Donc après. Une fois qu'on a intégré ça, il faut tisser un lien de confiance et tout, respect mutuel des uns et des autres, du banquier, du client, etc. Ça, après, je pense que c'est une question de respect. On en revient encore au respect, hein, de toute façon. Donc, et puis tout fonctionne bien, quoi. Voilà. Donc le mot de la fin, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je vais quand même essayer de répondre à la question, qui va rebondir peut-être aussi sur la question de tout à l'heure. Si vous n'avez pas besoin de financement externe, ben, effectivement, restez votre propre patron sans avoir de compte à rendre à quelqu'un qui vous en a prêté. C'est effectivement sûrement l'idéal parce que vous êtes plus maître à bord et vous ne dépendez de personne. Mais maintenant, c'est quand même assez rare. Et dans ce cas-là, vous allez peut-être avoir besoin donc, de fonds externes pour pouvoir durer. Et il ne faut pas avoir peur de son banquier, mais il faut savoir lui parler. Et dans nos accompagnements, il y a aussi des ateliers pitch. Il y a des ateliers aussi on parlait de posture tout à l'heure, c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut aussi s'adapter à son interlocuteur. Vous allez le faire avec vos fournisseurs, vous allez le faire avec vos clients, il faut le faire avec son banquier. Parce qu'il y a un certain nombre de choses et un certain nombre de critères qu'il a en tête. Il est effectivement un commerçant, donc c'est un fournisseur ou un client. Et que apprendre à lui parler et à poser votre projet et à poser votre projet d'entreprise et vous positionner dans cette structure, ça va effectivement le rassurer et ça va vous lui donner une oreille attentive. Et ça, pour certains, ça ne s'apprend pas, c'est connu. Pour d'autres, c'est un exercice compliqué. Et l'accompagnement aide aussi à ça. C'est pas dialoguer avec son banquier, c'est important, c'est essentiel. Mais on n'a pas tous appris à le faire et que ça peut être important, justement, via un certain nombre de structures, d'apprendre à le faire pour que ça se passe bien et que ce soit un véritable partenariat.
Alors moi, je ne parlerai pas des banques. Je voulais juste vous dire que voilà, pour tous ceux qui sont là, peut-être que vous avez tous une idée de projet ou peut-être déjà en entreprise ou en projet, il est en cours. Moi, ce que je voulais juste vous dire, c'est que par rapport à ce que Sylviane elle disait, si demain vous avez un projet et que c'est votre passion, vivez-le à fond. Et si vous avez besoin d'aide, c'est-à-dire un financement extérieur, on est là pour vous aider à réaliser votre rêve, on va dire. Voilà. Alors moi, je vais rejoindre le monsieur qui est là-bas, qui disait tout à l'heure qu'il avait peur de la concurrence déloyale, en quelque sorte. Ça existe réellement sur le territoire, oui. Il y a nombre d'entre nous qui a eu des super projets qui sont faits. Je suis au courant, je le sais. Tout le monde est au courant, on le sait. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est non, il ne faut pas que ça soit dommage. Il faut avoir l'audace de se dire que si je ne le fais pas, je ne vais pas aller au bout de ce que j'ai. L'idée, elle ne va pas germer en fin de compte, il faut que je le fasse. Et la réalité est que vous êtes bon dans votre idée, il faut vous lancer. Et c'est en passant par ces petites structures, pas en piochant dans le budget de la famille, si vous en avez une, ou les amis en quelque sorte qui peuvent nous aider, mais avoir un rapport de conflit avec parce que ça n'a pas suivi ou quoi, au moins avoir des bonnes garanties. Et je pense en ayant des bonnes garanties, en ayant confiance en soi, en son projet, et foi en son projet, et que vous soyez digne de votre confiance, parce que c'est vous qui l'a construit, je pense que vous pouvez faire des tas de choses bien avec ces gens-là, puisque moi, ils m'ont accompagné, et tous autant qu'ils sont, même la défisque, même plein de monde qui n'ont pas été là aujourd'hui. Mais voilà, des fois, c'est l'ami proche qui est à côté de nous qui nous pique notre projet et qui se lance avant nous. Donc je pense que si on ne le fait pas, ça ne sortira pas. Et si on ne le fait pas, on s'en voudra toute sa vie. Donc il faut se lancer et puis y aller. Et puis ils sont là pour nous aider. Donc du coup voilà.